On accueille Priscillien. Alors je vais voir la régie, s'ils veulent bien nous mettre la caméra sur le plan de travail, ça peut être sympa. Alors, je sais pas où ils sont. La régie. Voilà. Sur le plan de travail, ça serait bien. Alors, Priscillien, bonjour. On applaudit Priscillien, s'il vous plaît. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Alors Priscillien, parle-moi un petit peu de toi. On va faire les présentations pour les personnes qui sont ici. On va faire connaissance. Pourquoi tu fais de la cuisine? Alors je fais la cuisine parce que... Je monte un peu le volume. Petite voix, Priscillien. Alors pour moi la cuisine c'est un métier passion que j'ai choisi et que j'ai découvert il y a 10 ans. Après une formation d'artiste plasticienne. Donc pour payer la suite de mes études, je travaille dans un restaurant et je me suis prise de passion pour la cuisine. Pour moi, ça rassemblait quand même des choses avec l'art. Et c'était bien plus alimentaire que mon premier métier de rêve. Et finalement, j'ai la chance chaque jour de réaliser mon rêve d'artiste via la cuisine. Donc voilà, pour moi c'est une vraie vocation, une vraie passion de ce métier. J'ai la chance d'être propriétaire de mon restaurant, donc un restaurant gastronomique situé sur l'Arzac méridional à la vaquerie Saint-Martin-de-Castries, dont je suis propriétaire, et où je fais tous les jours une cuisine locale, éco-responsable, zéro déchet et créative. On peut l'applaudir pour ça. Je suis un peu fort. Priscillien, je vois JRE pour ceux qui ne connaissent pas ce logo. Alors JRE c'est une association de jeunes chefs dans toute l'Europe, donc ça rassemble 380 chefs. Nous sommes 30 en France. Et l'idée de cette association est que les plus anciens, il faut avoir moins de 42 ans pour y entrer, et les plus anciens portent les plus jeunes dans leurs projets, leur formation. C'est une association d'échange et d'entraide entre chefs. Moi j'y suis rentrée il y a 2 ans et vraiment ça m'a beaucoup fait gagner en expérience et en savoir-faire. Je suis vraiment très heureuse de faire partie de cette association et de la représenter dans tous les événements où je suis. Dans ton parcours, tu as aussi fait des formations dans des grandes maisons, j'imagine? Aucune. Je suis totalement autodidacte, donc voilà, ça demande à se former tout au long de sa carrière professionnelle. Donc j'ai appris auprès de mes pairs, auprès des employés dans les restaurants dans lesquels je travaillais. Après je suis devenue très vite propriétaire, mais j'ai continué à me former auprès de confrères, d'amis très bienveillants. Et auprès des JRE, et je continue toujours à me former en pâtisserie. Je me suis formée en pâtisserie, en chocolaterie, en parallèle de mon métier, en boulangerie aussi, parce qu'on fait le pain maison chez nous, on fait nos chocolats, on fait notre pâtisserie. Et voilà, aujourd'hui je suis arrivée à un moment où je continue à me former, mais j'ai aussi à cœur de transmettre donc à des stagiaires, à des apprentis, ce que moi-même j'ai appris de mes pairs. Ce qui te caractérise en fait, c'est ta curiosité. Complètement. Je pense que c'est très important de rester curieux tout au long de sa carrière. Là, je pourrais dire ça fait 10 ans maintenant que je fais ce métier. C'est bon, j'ai assez appris, mais on ne cesse jamais d'apprendre. Il y a toujours de nouvelles techniques, de nouvelles sources d'inspiration, de nouvelles méthodes. On se rend compte que maintenant, finalement, en 2023, on revient aux méthodes anciennes, à la fermentation, à la salaison, à la fumaison, à des choses qui sont ancestrales. Tout ça s'était perdu, ça revient et ça demande de se former vraiment tout le temps. Il n'y a pas un jour où je me lève où je me dis j'ai pas appris quelque chose en me couchant. Très bien, je peux applaudir pour cette expérience et cette envie d'apprendre, cette envie de connaître les produits aussi, parce que ça c'est vraiment important, savoir à qui on a affaire, comment il travaille, comment il fait évoluer son produit. Moi ça m'intéresse aussi parce que c'est vrai que j'ai le plaisir d'animer des événements avec la Chambre d'agriculture régionale d'Occitanie. Voilà, donc il y a des événements et puis aussi je fais de très très belles rencontres, des gens qui sont passionnés. C'est le cas aussi de ce salon. Hein. Voilà, l'idée de ce salon de passion chocolat, c'est de mettre en valeur et de mettre en lumière les chefs qui sont dans leur laboratoire
Parce que quand on va dans une pâtisserie, la plupart du temps, c'est les vendeuses qu'on voit. On ne voit pas ceux qui travaillent. L'idée, c'était de mettre en valeur le CFA aussi, parce que c'est la transmission, puis on parlait de transmission tout à l'heure. Et ça me tenait à cœur que ce salon soit vraiment la vitrine du savoir-faire des chocolatiers et aussi de certains producteurs. C'est le cas, on a juste à côté une castanéicultrice, Nadia, qui est passionnée de la châtaigne, qui nous fait des confitures de châtaigne qui sont médailles d'or dans le concours agricole à Paris. Donc voilà, ça aussi, ça permet aussi d'avoir une reconnaissance de son travail, du quotidien, on se lève le matin et après, voilà, on a un produit exceptionnel et il y a à un moment donné une reconnaissance et ça fait plaisir. Bien sûr, le produit pour moi est au cœur de mon travail, donc j'ai à cœur de travailler avec les agriculteurs locaux. Majoritairement, on est quasiment à 90% d'approvisionnement local, la crème, le lait, le beurre, la viande, les huiles, tout est vraiment produit autour de chez moi. Les fruits, on a un jardin potager qu'on cultive. On a des poules qui nous font des œufs, donc les déchets vont à nos propres cochons, donc on ne mange pas, mais qui vont à nos propres cochons, qui surveillent les poules. Et voilà, c'est tout un petit écosystème comme ça qu'on met en place autour du restaurant, de ne pas juste être restaurateur et chef dans sa cuisine, mais de penser à ce qui se passe autour, comment les producteurs travaillent, d'aller leur rendre visite, parce que c'est très important, on se rend compte du labeur qu'ils mettent, qui est équivalent voire supérieur au nôtre finalement dans les cuisines, et ça nous force à respecter les produits dans la manière dont on les travaille. Donc voilà, ça c'est très important. Et aujourd'hui du coup je vais travailler plusieurs produits que j'ai à cœur. Donc pour le chocolat, ça sera du chocolat noir 74% des cacao de Colombie. Voilà, c'est un producteur que j'ai rencontré, qui est un tout petit producteur, qui fait pour l'instant que de la pistole, et qui a un projet en Colombie qui est vraiment honorable. Il fait des allers-retours sans cesse entre la France et la Colombie. Et donc du coup, il a rencontré des familles qui cultivaient les champs de coca en Colombie. Donc voilà, culture très particulière. Avec le soutien de l'État et des autorités locales, il a revalorisé le travail de ces familles pour la culture du chocolat. Et donc chacun de ces chocolats porte quasiment le nom d'une famille, c'est millésimé, et ils ont à cœur avec le territoire de faire un projet pour le retour de la biodiversité sur ces champs qui étaient des champs de coca où tout avait disparu autour, donc plus de faune, plus de flore, et la culture du cacao revitalise ces alentours en faune en flore. Donc un projet vraiment super d'un tout petit producteur qui est partenaire des JRE. Donc c'est comme ça que j'ai connu ce producteur, et vraiment j'adore son travail, son énergie, il a quelque chose d'hyper positif. Toutes ces familles qui maintenant gagnent leur vie grâce à des cultures autres que celles de la coca, c'est un très joli projet. Je suis tout à fait d'accord. Un très très beau projet. On a un partenaire aussi qui s'appelle Kaoka, moi aussi j'ai rencontré, qui ont, on va dire, un petit peu la même démarche. Voilà, que ce soit que les producteurs dans ces pays, que ce soit le Pérou, que ce soit l'Équateur, Sao Tomé, la République dominicaine, donc ils ont créé des coopératives, donc ils sont plusieurs familles à cultiver le cacao. Et il y a vraiment un échange, et l'idée c'est que voilà, tout le monde s'y retrouve, tout le monde puisse vivre de la production. Donc le chocolat, enfin, le cacao, les fèves de cacao seront achetées par Kaoka, voilà, un prix vraiment qui tient la route, on dit, pour que les familles puissent bien vivre de cette production. Donc voilà, c'est pour ça. Alors Kaoka, je fais juste une petite parenthèse. Kaoka, ils fournissent, donc, comme ton ami qui fait la Colombie, les pistoles, donc la matière première qui est utilisée par les chocolatiers, par les restaurateurs. Et ils ont aussi une gamme de travail en bio, donc en agriculture biologique, c'est-à-dire que sur toutes les plantations, il n'y a aucun produit qui est utilisé, c'est que du naturel. Et ils fabriquent donc une gamme de tablettes, il y a une dizaine de tablettes de chocolat qui est commercialisée auprès des magasins bio. Et quand les personnes, donc les visiteurs viennent sur le salon, je leur préconise plutôt d'acheter quand ils font des courses dans un supermarché, de se dire tiens, c'est vrai qu'il y a un magasin bio pas très loin, je vais plutôt acheter mes tablettes de chocolat de façon éthique. Je suis totalement d'accord avec ce mode de fonctionnement. Je pense qu'on vit dans un monde où on est obligé de se tourner vers ça.
pour avoir plus de commerce équitable, plus de produits biologiques, une faune et une flore qui se développent partout dans le monde. Donc les achats du quotidien sont hyper importants pour soutenir toutes ces démarches. On est d'accord. Dis-moi un petit peu, comment ça se passe dans le restaurant justement? Est-ce qu'il y a une carte? Est-ce que c'est au jour le jour? Est-ce que c'est par rapport au feeling que tu vas avoir avec les produits? Comment tu travailles? Alors nous, on est sur une base de menu surprise. Donc on a deux formules, le soir notamment, une formule en 5 temps, une formule en 8 temps, qui suivent les abattages et l'agriculture locale. Donc il y a une semaine, je vais avoir un fermier qui va me livrer 10 poulets, 2 agneaux et un quart de bœuf. Et mon menu va se tourner autour de ça. Plus je fais le marché 2 fois par semaine, une fois le mercredi, une fois le samedi, pour aller à la rencontre de mes maraîchers. Et mon menu se construit autour de ça. Génial. Ça au moins on a des surprises tout le temps. C'est ça. Comme sur le salon. Très bien, alors tu nous présentes peut-être aussi des personnes qui t'accompagnent? Alors Justine, qui est la serveuse du restaurant, qui nous accompagne aujourd'hui. Anouk, qui est encore étudiante et qui est à la pâtisserie tous les étés. Et Lucie, qui est en stage avec nous en service, qui est au lycée Marie Curie à Alès. Bien, bon, ça donne envie, hein. Enfin, je sais pas, moi j'ai bien envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans le restaurant. Hein. Bien, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu nous proposes comme petite recette? Alors j'ai fait un accord chocolat truffe, donc avec un crémeux au chocolat noir 74% que j'ai moulé à l'avance, donc dont je vous donnerai la recette quand je le dresserai. Une mousse au chocolat blanc truffe, poudre de yuzu locaux d'à côté de chez moi, l'huile de sésame. Alors, je vais inviter, elle est derrière sur téléphone, Anne, si tu veux venir me rejoindre. Je voudrais aussi qu'on... Voilà, je vais vous expliquer pourquoi elle est là et pourquoi aussi Priscilla est avec nous. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Anne du guide des bonnes adresses, des belles adresses d'Occitanie. Oui, bonjour à tous. Alors Anne aussi au téléphone, elle m'a dit tiens, moi j'ai un guide, j'ai des bonnes adresses. Alors moi je lui ai dit bah, tiens, moi j'invite des cuisiniers, peut-être qu'on peut faire quelque chose ensemble. Voilà, tout a commencé comme ça. Effectivement, je référence des belles adresses sur l'Hérault et l'Aude dans un beau guide de qualité. Et donc j'ai proposé toutes les belles adresses qui ont une thématique chocolat de venir aujourd'hui pour une démonstration. Et donc Priscilla est venue pour vous montrer tout son savoir-faire. C'est une petite adresse dans l'arrière-pays, vraiment. J'ai une grande adresse. Oui. Non, une grande adresse, une très belle adresse. Je dis petite adresse parce que c'est encore une adresse un peu secrète. Ah, c'est ça. Ben oui, mais non, justement, là, on est là pour la faire découvrir et qu'un maximum de personnes aillent découvrir ce restaurant. Il faudrait peut-être réserver. Ah oui, il faut réserver. La salle est petite, mais très très agréable. Et franchement, moi, ça a été un de mes coups de cœur, cette découverte du restaurant L'Augustin avec Priscilla. Voilà, donc Anne a un stand juste derrière. Si vous voulez prendre le guide de ces belles adresses, alors bon, c'est vraiment accessible. En plus, quand vous allez à chaque belle adresse, il y a des jeux, il y a des cadeaux, je ne sais plus comment ça fonctionne. Il y a une offre découverte à chaque adresse où on a une petite remise, une petite prestation offerte pour aller découvrir l'adresse. En plus, bon voilà, donc si vous avez le guide, vous avez en plus des petites surprises qui vous attendent. En plus, dans l'assiette, il y a des surprises, mais en plus, peut-être à l'addition, enfin vous verrez bien. Mais n'hésitez pas d'aller après voir ce guide des belles adresses. Ça peut être en plus une idée cadeau. Hein. Des fois, on ne sait pas trop quoi offrir à des amis, à des voisins, etc. pour les fêtes. Le guide des belles adresses, ça peut être une belle idée cadeau. Ah, tout à fait. Très bien, merci. Alors, on revient sur votre démonstration. Qu'est-ce qui va se passer? On commence par quoi? Alors là, juste pendant que vous étiez avec Anne, du coup, on a mis du chocolat blanc et un peu de crème à réchauffer pour faire fondre le chocolat blanc. Et on va y ajouter de la crème froide. Ensuite, on va passer en siphon. D'accord. Le choix du chocolat blanc, c'est parce que c'est assez neutre en goût, c'est pas trop fort.
Il y a la matière grasse. Surtout un peu gras et un peu sucré. Et comme là, on est sur un chocolat noir 74%, donc il n'y a quasiment pas de sucre. C'est un chocolat très intense, avec un peu d'acidité. La truffe est un petit peu terreuse. Le yuzu, c'est aussi un peu acide. Donc dans l'idée, c'est d'apporter du gras et un peu de sucre, huile de sésame, chocolat blanc. Ok. C'est la recherche de l'équilibre assez permanente. C'est pas si ça marche à 100%, mais on essaye d'équilibrer le plus possible. C'est ça, le restaurateur est un équilibriste en fait. Je pense que c'est la recherche ultime au quotidien. On n'y arrive pas toujours. Et je pense que c'est vraiment le travail du quotidien et à long terme d'aller chercher l'équilibre entre tous les plats, entre tous les goûts. Alors c'est un petit peu la différence parce que en cuisine, justement, voilà, quand on prépare un plat, on goûte, parce que justement il y a toujours cette recherche. Ah, c'est pas. J'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus d'acidité. Par contre, quand on va faire une pâtisserie, selon la recette, il faut plutôt suivre vraiment le grammage parce que bon, il y a une alchimie qui se passe pour la pâtisserie. À la pâtisserie, c'est vraiment hyper précis. Moi, j'en fais assez peu. C'est vrai que dès que j'ai des stagiaires et des employés, je leur file un peu le bébé. Parce que c'est pas forcément ce que je préfère. Après, j'aime beaucoup être à la conception des desserts. Les déguster. À les déguster aussi, oui. Mais les réalisations comme ça, où il faut en faire beaucoup, longtemps, de manière très précise, au degré près, etc. C'est vrai que j'aime bien leur apprendre. Et ensuite, sur le travail en longueur, j'aime bien leur laisser. D'accord. Bon, alors, on a préparé. Alors, on a préparé, donc, ils sont ici, je pense. Je sais pas, oui, c'est là, on peut voir, il y a la caméra, on se profile un petit peu. Oui. Donc là, c'est un crémeux au chocolat qu'on a moulé dans des moules quenelle. Donc c'est chocolat noir fondu et ensuite c'est une base de crème anglaise. Fondu comment? Parce que là, il se dit, tiens, je vais dans la casserole, ça fond tout seul. Faut mieux éviter. Non, du coup, je fais ma base de crème anglaise. Et ensuite, je la verse donc je la fais monter à 83 degrés et je la verse sur le chocolat noir. Et ensuite, je remue doucement et j'attends que ça fonde vraiment doucement. Je presse pas le chocolat. Dans l'idée, il faut lui parler avec des mots d'amour. Ah oui, c'est ça. C'est une histoire d'amour, la cuisine et la pâtisserie. Dès qu'on met un peu trop de chaleur, un peu trop de froid, c'est compliqué. Il faut toujours un petit peu être poli avec le chocolat. Oui, alors, juste, on va parler des termes techniques. Les chocolatiers qui travaillent dans cette fameuse pistole. Alors, on a la pistole de Colombie. Moi, je vais vous faire goûter des pistoles de Caoca. Si ça vous intéresse, vous voulez goûter ou pas? Oui, vous voulez goûter. On va vous faire goûter. Je prépare. Alors, cette pistole, comme on peut voir, elle n'est pas du tout brillante. Ça, c'est la matière première des chocolatiers. On appelle ça la couverture aussi. Parce que quand ils vont faire un bonbon au chocolat, ils vont recouvrir le bonbon à l'intérieur. Souvent, ils utilisent des couvertures qui sont des assemblages, c'est-à-dire plusieurs origines, comme on peut faire avec un vin. Par contre, voilà, si vous voulez, comme je vous disais tout à l'heure, avoir votre propre avis sur un territoire producteur, et bien c'est vous qui allez goûter un Costa Rica, etc. Donc là c'est un assemblage. Alors celui-là il y en a plusieurs, mais je vous le dirai tout à l'heure, c'est marqué sur. Voilà, c'est un mélange, c'est un cocktail. Et vous verrez, c'est vraiment pas mal du tout. Même si c'est pas encore travaillé par le chocolatier. Alors ce qui se passe, c'est que pourquoi ces termes? Parce que, comme a dit Priscilla, le chocolat il faut lui parler avec amour, mais surtout il y a la pâte de cacao et le beurre de cacao. Le beurre de cacao, donc les molécules de chaque propriété, donc de la pâte de cacao et du beurre de cacao, il va falloir les mélanger pour trouver un bon équilibre, pour que ces molécules avec le sucre se mélangent bien. On appelle ça la courbe de température. Et ça, c'est le travail du chocolatier, pour la mise au point. Il est à 60%, pas un peu plus, je vous dirai exactement. Et comme je vous disais tout à l'heure, le pourcentage, moi personnellement, je m'en fous.
Le plus important, c'est vous qui allez apprécier le goût du chocolat. Donc ça, c'est de la couverture. J'ai une recette qui ne m'entend pas trop. Oui, ça se passe comme ça, mais sinon on fait des dégustations. Hein. C'est bien, non? Ah, c'est pas mal du tout, elle a dit. Excellent. Ah voilà, on peut faire des gâteaux au chocolat, on peut faire des ganaches, on peut faire des mousses au chocolat. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la recette du chef? C'est pour ça que... Ça va bien fonctionner. C'est le son. Test. C'est le son. Oui. On entend aussi, alors du coup on est un peu en stéréo. Hein, bien, alors. La mise au point. Oui, c'est important. Ben oui, il faut que tu goûtes. Hein. On goûtera la Colombie après? Ah oui. Moi, je veux bien goûter la Colombie. Alors, juste, je vérifie, est-ce que j'ai là c'est du 61. Vous voyez, on m'a dit pourquoi? Parce que, en fait, on se fait un avis d'un chocolat d'un certain pourcentage. Je pensais que c'était un 74%, donc c'est 61%. Parce qu'en fait, selon les origines, il va y avoir plus de puissance aromatique, il va y avoir plus de goût, moins de goût, plus de fruits, plus d'épices, etc. Et ça, c'est intéressant. Alors, ce qui va faire, on va dire, l'authenticité d'un chocolat, c'est ce qui va se passer en amont. Donc, le cacaoyer, il faut 5 ans pour avoir les premiers fruits, ça s'appelle la cabosse. Il y en a qui connaissent. À l'intérieur, on a les fèves. Les fèves vont être... D'abord, on va faire une étape, donc les cabossages, on ouvre les cabosses, on sort les fèves. Et il y a une technique qui est la même que le vin, la fermentation. La fermentation est hyper importante pour faire ressortir justement le goût du cacao. Parce que si vous goûtez une fève comme ceci, ça n'a presque pas de goût. L'agriculteur, lui, sait le goût que ça a. Lui, par contre, il a l'habitude, il sait que le fruit il est mûr, ou il n'est pas mûr, ou voilà. Donc déjà, lui, il sait faire goûter. Quand il va goûter sa fève de cacao, il sait déjà que c'est pas mal, donc ça lui plaît. Après, l'étape importante, c'est la fermentation. Donc ça aussi, le temps de fermentation va jouer énormément sur le goût de son cacao. Autre étape, le séchage. Donc si ça sèche bien aussi, on va plus avoir de molécules d'eau à l'intérieur. Ça, c'est aussi très très important. Une étape aussi qui est hyper importante, comme le café, c'est la torréfaction. Donc ça, c'est très très important. Et toutes ces étapes-là, si elles se font très vite, c'est le cas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le pays qui produit le plus de cacao dans le monde et qui fournit tous les industriels. Voilà, donc, si vous achetez un cacao de Côte d'Ivoire, c'est pas une très bonne référence. Mais non, voilà, quand on aime le chocolat, voilà, des fois, moi, avant de connaître Kaoka, on appelle ça un chocovore. Je ne peux pas me passer d'un bout de chocolat, on en fait tous les jours. Voilà. En sachant que si vous mangez du bon chocolat, c'est très bon pour la santé. Parce que la composition du chocolat, c'est pâte de cacao, beurre de cacao, éventuellement un petit peu de sucre, et c'est tout. Donc si vous achetez une tablette de chocolat, vous avez une certaine liste d'ingrédients, c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions. Alors les bonnes questions, il n'y en a pas 50. Hein. Donc c'est rien, c'est juste poser comme ça, non, c'est pas grave. Les industriels, sachez que les chocolats qui sont faits pour les fêtes, ils sont faits depuis au moins 1 an. D'accord? Oui, parce qu'il faut renouveler, ils fabriquent en masse, ils achètent donc des fèves qui viennent de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il faut que ça aille très vite parce qu'il faut les fournir. Donc toutes ces étapes-là, ça va très vite. Et la fraîcheur, c'est pas terrible. Donc dans le goût puissant du chocolat, il faut le chercher dans les tablettes industrielles. Par contre, quand on a des gens comme Kaoka, vous trouvez des tablettes dans les magasins bio, donc c'est la démarche que je fais depuis un certain nombre d'années parce que je les connais bien. Et quand je fais des courses, je suis dans un supermarché comme un petit peu tout le monde, hein, on va tous faire ses courses. Par contre, quand je me dis tiens j'ai envie d'une tablette de chocolat, hop,
Je vais à côté, il y a un magasin bio, j'achète mes tablettes de chocolat à côté, et je sais que même ce que je vais donner à mes enfants, ça sera bon pour la santé. D'accord? Il y aura quelques petits centimes, voire 1 euro d'écart sur la tablette. Il n'y a pas beaucoup d'écart, mais au moins on a un produit de bonne qualité. C'est un peu l'idée aussi de ce salon, c'est de vous donner des pistes sur bien consommer du chocolat. Chez Dimanche Chocolat, vous avez des cancérologues, le professeur Joyeux qui a fait un livre sur voilà, les bienfaits du chocolat par rapport à toutes les analyses de la composition chimique des chocolats. Et donc s'il y a des livres qui disent que le chocolat est bon, c'est qu'il y a sûrement des bonnes réponses. Donc très important, toutes ces étapes de production du cacao. Et comme je vous disais, donc la différence entre les vins que vous avez de différentes régions et origines, eh bien le chocolat c'est sur la ceinture d'équateur entre le tropique du Cancer et du Capricorne, vous avez tous les pays producteurs de cacao. Voilà. Vous avez des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions. S'il y a une étape que vous avez échappé. Donc Caoca, c'est un cacao févier, comme Cacao Paris, comme Valrhona, comme pour ceux qui connaissent au niveau des professionnels. Qu'est-ce qu'on a? Le chocolat de l'Opéra, sinon on ne le voit plus, on a du Gironde, voilà, il y a plusieurs cacao féviers, donc ils sont un peu comme certains torréfacteurs. Ici vous avez les torréfacteurs, un meilleur torréfacteur de la rue. En fait, eux font venir les graines de café et les torréfient sur place. Et là, ça vous garantit encore plus de fraîcheur, parce que c'est torréfié sur place et ils vont faire ressortir les arômes. Et bien tous les chocolatiers qui sont ici, comme ce sont des pâtissiers artisans, le chocolat, ils le travaillent régulièrement. Ils ne font pas des grosses quantités. Et c'est ce qui vous permet d'avoir un chocolat qui a toute sa fraîcheur, parce qu'il a été travaillé il y a quelques jours. Les chocolats qui sont ici, ils ont été travaillés il y a quelques jours. Il n'y a pas que quelques mois, il n'y a que quelques jours. Et là, vous avez vraiment des produits exceptionnels. Alors, on revient avec les Sylvia. Alors du coup, pendant la petite pause, nous avons fait une mousse au chocolat blanc, donc du coup au siphon. Donc la mousse, on fait fondre un peu. Attends, juste, excusez-moi. Alors juste avant, en général, je dis, est-ce que vous voulez déguster? On me dit, oui. Ou on me dit, ah. Donc la dégustation, on me dit, ah. Bon, c'est très bien. Bah oui, il faut que... je comprends, je les fais participer. Partage. La cuisine, c'est du partage. Alors du coup, on a fait une mousse au chocolat blanc, donc un peu de chocolat blanc avec de la crème chaude, ensuite légèrement émulsionné avec de la crème froide qu'on a passé en siphon, donc avec 3 cartouches de gaz, pour avoir cette texture qui n'est pas tout à fait de la crème montée, mais qui est un petit peu légère dans l'idée. Et ensuite, on a râpé donc, de la bergamote de Bessan de Coccinanette, donc de producteurs qui sont pas très loin, avec lesquels je travaille, que j'ai acheté ce matin au marché de Lodève, qui était samedi matin au marché de Lodève, les producteurs de Bessan. Et de la poudre de yuzu. Donc la poudre de yuzu, on l'a fait il y a quelques temps déjà. On a un producteur de yuzu juste à côté de chez nous qui a des yuzu privés, mais qui nous en amène gentiment tous les ans. Ça c'est sympa, t'as de la chance. Avec quelques ressources. Et du coup, nous on a à cœur de traiter la totalité des agrumes. Quand c'est la saison des agrumes, du coup on presse les jus pour avoir des jus qui sont bons toute l'année. Et ensuite avec les pots, donc on épluche et on passe au déshydrateur. Et ces écorces qui sont passées au déshydrateur, une fois qu'elles sont bien déshydratées, on les broie très fort pour obtenir des poudres. Et ces poudres, on va s'en servir toute l'année pour agrémenter des biscuits, des gâteaux, des tuiles, des plats. Et on les conserve dans des bocaux. Ça se conserve très bien, assez longtemps. Voilà, c'est l'idée. Vous pouvez faire ça avec tous vos agrumes. Donc c'est pas mal la déshydratation pour pouvoir conserver toute l'année. Très bien. Alors juste, tiens, je pense à ces petites astuces. Je parlais tout à l'heure d'une recette de mousse au chocolat de Jean-François Pienne, je crois, c'est ça, hein, le chef. Vous la connaissez, sa recette? Non? D'accord. Vous savez ce qu'il utilise? 2 ingrédients pour faire la mousse au chocolat. Alors, il y a des pistolets, et il y a, je suis sûr que vous savez. Ah, j'attendais ça. Bravo. L'eau des pois chiches. L'eau des pois chiches.
Alors, avec l'eau des pois chiches, en fait, l'eau des pois chiches va remplacer le blanc des œufs. Et vous pouvez, alors, il faut un petit peu plus de temps, hein, avec votre petit robot, là. Donc, vous montez vos œufs, mais en fait, c'est que l'eau des pois chiches. Donc, par exemple, vous faites une recette, vous utilisez des pois chiches, donc l'eau, on la jette pas, on la garde. Moi, ça m'arrive, j'ai justement voulu tester, et je l'ai fait récemment. Donc, j'ai pas fait ma mousse au chocolat le jour même, mais j'ai mis justement mon eau des pois chiches dans un ramequin que j'ai gardé au réfrigérateur. Et le lendemain, je me suis dit, tiens, je vais vous faire par contre pour dessert une mousse au chocolat. Donc, j'ai fait fondre des pistolets. Et après, j'ai monté mon eau de pois chiches. Et c'est bluffant, hein, parce que après, c'est blanc comme des œufs montés en neige. Hein. Et après, j'ai mélangé tout doucement. Après, j'ai mis au réfrigérateur et j'avais mon dessert de ce chocolat. C'est génial. Donc, juste de l'eau de pois chiches et du chocolat. Tu l'as faite celle-là? Non, tu veux pas? Le pois chiches, pour les mousses au chocolat, j'en ai déjà mangé, oui. C'est bon. Ah, c'est sympa. Tiens, je vais prendre les avis un peu. Comment ça se passe? Il reste plus rien, hein, donc ça vous a plu? Super. Très bien. Ça vous a plu, mesdames? D'accord. Est-ce qu'on a des personnes qui font un peu de pâtisserie à la maison? Un petit peu? D'accord. Vous en faites un peu? Qu'est-ce que vous faites? Un peu de tout. Un peu du tout? Des entremets, des gâteaux, des anniversaires. D'accord. Très bien. Donc ce soir, vous faites un gâteau et demain on le goûte alors. Hein. Compte sur vous. Hein. Parce qu'après on a un jury, on met une note, etc. Hein. Ok, vous aussi pareil. Hein. Les tiramisu, j'adore. Donc un tiramisu pour demain, moi je prends, hein, pas de souci. Bien. Alors je vais quand même. Donc comme elle a donné une bonne réponse, on va lui faire un petit cadeau. Hein. Comme ça, si elle fait une mousse au chocolat, donc avec des pistons, une mousse au chocolat avec des pois chiches, elle aura déjà la base. Alors sachez que les pistons, on peut en trouver chez des chocolatiers. Ça s'appelle de la farfara. D'accord. Très bien. Merci de la précision. Alors d'ailleurs, il y a des recettes aussi avec la farine de pois chiches. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur certaines foires où ils font des beignets d'oignons doux des Cévennes avec une recette donc, de beignets à la farine de pois chiches. Et ça donne une texture et c'est très léger, c'est vraiment très très bon. Si à l'occasion, ça vous arrive d'être sur un événement en Occitanie avec ces producteurs d'oignons des Cévennes, vous serez sûrement agréablement surpris. Mais là, on vous fait un beau cadeau quand même, hein, parce que dégustation avec la truffe. Pardon? La truffe est faite 5 minutes du restaurant, même pas à peu près. C'est un privé qui a Récolté. Et c'est un privé qui a quelques arbres truffiers et tous les hivers, comme un petit cadeau, il arrive avec quelques truffes spécialement faites localement. Génial. Oui, c'est rare, ça fait partie, au bout de 7 ans d'installation, ça y est, maintenant on a une dizaine de cueilleurs qui gravitent autour du restaurant. Je vais venir. Et qui nous apportent des truffes, des pois, des prunes, des noix, vraiment faites des fois 5 minutes à pied du restaurant, parfois 5 minutes en voiture maximum, qui nous cueillent des herbes sauvages, qui nous font des champignons. Pour nous, c'est un trésor pour travailler en local, d'avoir tous ces cueilleurs autour de nous. Souvent, avec Justine, on dit qu'on est seul au restaurant à travailler, mais finalement, avec tout ce monde qui gravite autour de nous, on n'est pas si seul que ça, et vraiment, c'est un vrai travail d'équipe avec les habitants. Génial, magnifique. Je vous fais tout à l'heure, merci. Il faut applaudir Priscilla quand même, hein, je ne sais pas si vous appréciez sa recette. C'est la donnée? Bah oui. Qui veut aller au restaurant de Priscilla? Levez la main. Bah oui, tout le monde. Voilà, elle va venir vous porter les cartes de visite du restaurant. Voilà. Donc déjà, vous avez fait un beau cadeau, hein, une mise en bouche qui donne envie d'aller déguster d'autres plats. Bon, justement, qu'est-ce que tu vas avoir? Je suis curieux, mais bon, c'est vrai que c'est des surprises. Tu as déjà un peu anticipé ce que tu vas faire la semaine prochaine? La semaine
prochaine, non. D'accord. Bon voilà, vous savez tout. Non mais c'est comme ça aussi que j'aime travailler. Je vais avoir des livraisons sans doute d'agriculteurs. Je vais sans doute avoir du bœuf ou du veau, je pense, fait localement à la vache humaine, il me semble. Parce que si je ne me trompe pas, on en a tous les 3 semaines. Donc on va être à mon avis sur du jeune bourrin. D'accord. Clairement, on aura de la volaille fermière. Puis on aura des ourmeaux chevaliers qui sont élevés au plan dans des sources d'eau courante. Donc c'est un poisson que moi j'apprécie beaucoup, qui est un poisson préhistorique de base, qui va être à mi-chemin dans le goût entre la truite farion et le saumon. C'est un poisson qui est très noble, très fin, que j'aime beaucoup travailler avec un producteur local. Et on aura des champignons, c'est sûr, de la patate douce de Bessan, on aura des herbes fraîches de Bessan, des poulpes de Méditerranée de la famille Jover, qui sont pêcheurs à sec, donc chez lesquels je me fournis, je les rencontre tous les samedis au marché de l'Odève, pareil. J'adore le poulpe, comment tu le prépares? Alors le poulpe, c'est un long travail. Le poulpe, quand il arrive dans mes cuisines, il est nettoyé. Ensuite, il cuit au courbouillon pendant à peu près 6 ou 7 heures. Donc dans basse température, dans l'idée. Ensuite, je vais travailler en plusieurs façons. Je vais garder une partie des tentacules pour servir brut et une partie que je vais faire en farce aux herbes du moment et que je vais remouler dans un moule en forme de tentacule. Donc l'idée d'avoir une tentacule qui n'en est pas une et une vraie tentacule dans l'assiette pour brouiller un petit peu l'épice. Ensuite, je vais faire des tuiles soufflées à l'encre. Alors, il y a aussi, on parlait de trouver des équilibres, mais il y a aussi la mâche, c'est-à-dire partie un peu croustillante, poileuse, à voir aussi quand on va goûter son plat, s'évader aussi au contact. Complètement, le jeu des textures est hyper important, d'avoir du moelleux, de tromper un petit peu l'épice. Moi j'aime beaucoup le travail des tuiles, avec du tapioca, un petit épeautre local, avec différentes farines, des choses comme ça, pour avoir différents croustillants dans les tuiles. Et après j'aime beaucoup aussi travailler les jus. Donc avec le poulpe, on va faire un jus de poulpe que j'infuse aux fleurs d'immortel, qui pousse en bord de Méditerranée pour rester dans une logique vis-à-vis du produit. Voilà, on va servir comme ça un poulpe grosso modo en 2 textures avec des tuiles à langue pour apporter un peu de croustillant, des herbes et un jus de poulpe infusé de Oh non, je vais réserver. Enfin, je sais pas vous, mais moi ça me donne envie. Priscilla, on peut l'applaudir encore s'il vous plaît, le restaurant L'Augustin. On rappelle un petit peu l'adresse. Alors nous sommes dans le centre-village de la Vacrée Saint-Martin-de-Castries, un petit... On prend la route en direction l'Odève. Alors ça dépend si vous aimez bien conduire ou pas. Vous avez le choix entre le col Arboras, le col du Vent. La vue est magnifique quand c'est dégagé, donc vous montez à 600 mètres. Après ça redescend un petit peu. Donc voilà, pour les gens qui aiment les belles routes, c'est parfait. Si vous êtes un peu plus frileux, là il va falloir passer par l'Odève et ensuite monter sous l'Est à Saint-Étienne-de-Bourgas pour arriver jusqu'au plateau du Larzac. D'accord, très bien. Bon, est-ce qu'il y a des... rappelle-moi la personne qui fait un peu plus des desserts avec toi. Pardon? Anouk. On applaudit Anouk. Qu'est-ce que tu fais comme dessert en ce moment, Anouk? Moi je travaille au restaurant principalement pour faire des macarons. Donc là, la semaine dernière j'ai fait 500 macarons. C'est tout? Pour des événements à venir. Du coup, en plus elle a besoin de moi, elle m'appelle. Moi je suis pas loin du village. Non, mais tu fais pas que des macarons. Non, du coup cet été j'ai travaillé au restaurant pour faire les desserts. C'était mon premier travail, donc c'est des desserts à l'assiette qui changent un petit peu tout au long de l'été. Mais c'était des bases de fruits, aussi de mousse, un petit peu comme ça, avec de la pistache. Ça a changé beaucoup, mais voilà, c'est un peu comme ça. D'accord, très bien. De la fraîcheur, différentes recettes. Très bien, ça donne envie. Bien, Priscilla, un petit mot pour la fin. Le restaurant, il est ouvert. Il y a des périodes où on se repose un peu quand même. Alors il est ouvert à l'année. Nous recevons le public du jeudi midi au dimanche soir.
donc pour les services du midi et du soir. Et nous avons une fermeture hivernale courant décembre jusqu'à fin janvier. On peut, parce que j'ai entendu parler, 500 macarons, il y a des événements. Ah oui, alors là, c'est une grosse semaine, là, les deux semaines en cours. Donc du coup, là, on commençait par aujourd'hui en événement. Ensuite, mardi, là, les macarons n'étaient pas pour cet événement-là, mais je fais un repas à 4 mains avec un confrère et ami qui est le chef de l'Infini à Frontignan. Donc, du coup, on fait un repas à 4 mains ensemble, qui fait déjà depuis 2 semaines. Donc ça se passe où? C'est à l'Infini à Frontignan. Donc du coup, dans son restaurant, on fait un repas en 8 services. Ensuite, on enchaîne avec un vernissage à l'ODEF pour 80 personnes. Du coup, d'où les macarons. Et dimanche, on a un repas pour 50 chefs, amis et confrères des JRE. Donc 2 fois 50 personnes en bouchée le midi et le soir. Et ensuite, on enchaîne sur l'inauguration du Salon des Artisans, 300 personnes. Ah bah oui, c'est pas mal. Hein. Est-ce qu'il y a des événements qui se passent dans le restaurant pour des personnes qui veulent éventuellement privatiser? Enfin, je sais pas. Hein, Oui, alors nous, comme on a une petite capacité, donc on va être sur environ 15 à 20 couverts maximum. Donc à partir de table de 12 en salle service, on privatise automatiquement le restaurant. D'accord. Et sinon, après, on peut faire appel à toi, je sais pas, mariage, une fête modèle, enfin, je sais pas, hein, Pas trop. On peut pas être partout, c'est ça? Alors je me suis beaucoup dédoublée cette année, j'en ai fait, je vais encore en faire. Par contre, vraiment avec parcimonie, parce que la liste des événements s'allonge un peu là sur 2024. Et je tiens à cœur de rester dans mon restaurant, à travailler avec ma clientèle, mes producteurs. Donc voilà, parfois à trop se disperser, c'est compliqué. Et pour les années à venir, je vais prendre très peu d'événements parce que Sauf le salon de chocolat. Sauf le salon de chocolat. On peut l'applaudir, Priscilla, s'il vous plaît. L'Augustin.